Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission du Monde canin de Jessica. On parlait des mythes, de tout ce qu'on pouvait dire au niveau tu sais, les comportements puis tout ça. Alors, on va continuer sur ce domaine-là. Moi, j'aime bien. Et là, on dit, parce qu'un chien grogne, c'est un chien agressif. Ouais. Souvent, c'est... Pas... Oui. Ben, c'est un mythe de penser ça parce qu'en fait, un chien qui grogne, c'est un chien qui démontre un inconfort. Au même titre que, exemple, moi, si tu me flattes le bras puis je te dis que je suis pas à l'aise, ben c'est pas que je suis agressive, c'est que je démontre un inconfort. Donc, c'est faux de croire qu'un chien qui grogne est un chien agressif. C'est un chien, en fait, comme on l'a vu dans les autres podcasts, c'est un chien qui recherche, en fait, à éviter l'agression. Un avertissement. Oui, c'est un avertissement. Donc, c'est pour éviter l'agression. Donc, un chien qui grogne veut éviter à tout prix la confrontation. Mais souvent, c'est parce qu'il n'est pas écouté qu'il va finir par augmenter dans ses signaux ou bien qu'on ne l'a pas respecté dans ses premiers signaux. Donc là, il finit par être inhibé, il grogne plus, puis il va tout de suite, exemple, passer à la morsure ou à l'attaque. Mais normalement, c'est faux, c'est carrément faux de dire qu'un chien qui grogne est un chien agressif. En fait, c'est un chien qui est passif et qui essaie d'éviter, en fait, la confrontation. C'est juste que nous, on associe vraiment le grognement à la morsure parce que c'est sûr que malheureusement, le grognement, c'est un des derniers signaux d'apaisement avant que le chien monte et là, finisse, par exemple, faire semblant d'attaquer, pince ou là, est dans des morsures qui sont plus intenses, à gravité plus grave, mais... Normalement, c'est quand même, ça reste que le grognement, c'est un même signal d'apaisement pour démontrer qu'il ne cherche pas la confrontation, qu'il cherche à mettre de la distance avec le stimuli ou peu importe quoi. Et c'est le même principe qu'un chien, en fait, qui ferait que simplement s'éloigner, nous ignorer, détourner le regard. C'est juste que souvent, c'est un des derniers signaux. Donc, c'est pour ça qu'on l'associe souvent à de l'agressivité, mais en fait, c'est pas du tout de l'agressivité à ce niveau-là. Bien, quand même. OK. Bien, je comprends parce que j'ai vu des chiens, moi, qui grognent souvent, mais j'ai jamais entendu parler qu'ils avaient attaqué. C'est ça, il y en a, c'est ça. Puis il ne faut pas jamais punir le grognement. Le grognement, c'est quelque chose vraiment qu'on doit respecter parce qu'un animal, si on punit le grognement, bien souvent, il va finir par l'inhiber ou si on ne le respecte pas. Puis c'est là qu'après ça, il va passer tout de suite à la morsure. Puis souvent, un chien qui passe tout de suite à la morsure et qui ne prévient pas, qui arrête de reproduire ses premiers signaux d'apaisement, bien ça vient un animal qu'on n'est plus capable vraiment nécessairement de savoir quand il va se passer quoi que ce soit. Donc là, on tombe un petit peu en... Là, je veux dire le mot, puis on dirait que je l'ai oublié, là, mais... Mais comment est-ce qu'on fait pour, justement, là, je veux dire, bon, ben là, t'as de la visite qui arrive, j'ai mon chien qui grogne. Il faut quand même, je dis, hey, OK, slack, là. Bien, ça dépend. Moi, ça va être vraiment de trouver le pourquoi du grognement. Tu sais, souvent, si le chien grogne, c'est parce qu'il n'est pas à l'aise. Donc, souvent, c'est pour mettre de la distance, avec exemple, là, dans ton cas que tu parles, avec tes invités. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement demander au chien, sans le punir rien, de s'éloigner pour lui montrer que si tu n'es pas à l'aise, au lieu de grogner, puis exemple, t'approcher, attaquer ou pincer, tu vois, quand tu t'éloignes, bien finalement, eux ne s'approchent pas. Puis évidemment, je vais dire aux gens de ne pas s'approcher du chien, de le laisser. Je vais essayer de créer des renforcements positifs à distance pour qu'ils voient qu'au final, c'est payant, les inconnus. Parce que souvent, s'ils grognent, c'est qu'il y a une mauvaise association reliée par une mauvaise expérience, reliée à un manquement de sociabilité, de socialisation, ce qui fait que l'animal, c'est pas bien comment entrer en contact et est stressé face à la présence d'inconnus parce qu'il n'a pas eu la chance de socialiser avec ça souvent ou quoi que ce soit, ce qui fait que ça lui cause un stress. Donc, il cherche à éviter le contact, évidemment. Donc, c'est sûr que je pourrais en parler pendant des heures parce que là, ça touche vraiment à tout ce qui est thérapie comportementale, mais ça va être vraiment important de venir à changer l'émotion, l'association qui est reliée à l'inconnu pour créer une association positive. Et si je viens à changer cette association-là, bien, le chien effectuera plus de comportements agressifs, dans le sens que souvent, les gens vont dire « je veux plus que mon chien grogne, je veux qu'il arrête de pincer », mais tu sais, il faut aller plus loin que ça parce que j'ai beau y montrer que, exemple, qu'il ne doit pas grogner, qu'il ne doit pas pincer, qu'il doit reproduire un autre comportement comme s'éloigner. Mais si je ne crée pas l'association positive puis je ne fais pas comprendre que finalement, c'est payant, les inconnus, puis c'est positif, bien, le chien ne sera pas plus à l'aise en présence du stimulus qui est là, dans notre cas, la personne. Donc, ça se peut qu'il arrête de grogner ou de pincer, mais il va reproduire d'autres comportements de mal-être puis d'inconfort parce qu'il n'est pas plus à l'aise. Donc, souvent, les gens, il ne faut vraiment pas axer sur le comportement, mais axer à changer l'émotion, changer l'association. Puis souvent, si je change l'émotion, même sans axer sur le comportement, bien, le comportement va changer du même fait quand que l'association va être rendue positive. C'est comme toi, exemple, si tu as peur d'une araignée,
j'ai beau t'apprendre qu'au lieu de crier, sauve-toi, ben si je change jamais le fait puis que tu viennes à plus avoir peur de l'araignée, ben tu vas tout le temps quand même reproduire des comportements en présence de l'araignée qui sont des comportements d'inconfort, de peur, de stress, parce que j'ai pas changé l'émotion et l'association qui est reliée. Mais si je focus plus sur ça, puis je change ton association, puis je finis avec une désensibilisation progressive et positive, puis un compte conditionnement à ce que tu associes que finalement, c'est payant les araignées, puis tu finis par plus avoir peur de ça, puis même à les apprécier parce qu'ils t'apportent plein de belles choses, qui seraient, exemple, de l'argent au niveau de la motivation chez l'humain, bien, c'est sûr qu'après ça, finalement, un moment donné, tu ne reproduiras plus les comportements de peur, de stress, comme tu n'auras plus ces émotions-là qui sont reliées. Donc, c'est vraiment de mettre l'accent sur changer l'émotion, l'association, et le comportement, souvent, va changer du même fait. Nous, on vient à tout cohabiter ça ensemble, donc en même temps, souvent, je vais apprendre un conditionnement qui est quoi? Qui est justement de remplacer le comportement non approprié, qui est de grogner, exemple, chargé, par un comportement qui est plus approprié. Exemple, si tu n'es pas à l'aise, éloigne-toi, tu sais. Tu vas avoir le même renforcement qui est dans le fond, tu vas mettre de la distance avec ce qui te fait peur, puis comme les autres ne s'approcheront pas, tu obtiens ce que l'animal veut, donc il va finir par être renforcé dans ces nouveaux comportements-là. Mais c'est sûr que ça doit venir en combinaison avec une désensibilisation progressive et positive et des associations, évidemment, progressives et positives. OK. Ben, moi, en tout cas, moi, c'est ça. Moi, je fais moi, t'attendre dehors. C'est le chien, un teckel de mon beau-frère. Bon. Laissez le cœur, chien-là. Si ton chien urine dans ton lit ou sur toi, c'est parce qu'il veut dominer. Ça, c'est un mythe qu'on voit souvent aussi. Ouais. C'est pas vrai du tout. Là, souvent, le chien qui va uriner dans notre lit, souvent, la plupart des chiens qui vont faire ça, souvent, il va avoir une condition médicale à travers ça. Exemple, moi, mon chien a commencé à uriner dans mon lit soudainement, sans raison. Au début, Moutou, je me disais, voyons, pourquoi il fait ça? Mais finalement, il y avait une grosse infection urinaire. Donc, il avait associé que quand il urinait, exemple, sur son pipi-pad, bien, ça faisait mal parce que là, ça brûlait, tu sais, vu qu'il y avait l'infection. Donc, il a comme associé que quand je fais, tu sais, le chien, comme je dis, n'a pas la même compréhension que nous. Là. Lui, il passait déjà par, j'ai mal parce que j'ai une infection urinaire, ce qui fait que quand je fais pipi, bien, ça brûle. Lui, il fait juste se dire, chaque fois que je fais pipi là, ça me fait mal. Fait qu'un moment donné, après quelques fois qu'il fait pipi là, il crée l'association que ça va faire mal quand je fais pipi là. Fait qu'il va le reproduire ailleurs. Souvent, sur les textures molles, en tout cas, le chien, souvent, il va être capable de plus ouvrir comme tout ce qui est au niveau de l'urètre, ces choses-là. Donc, le pipi va sortir plus, ça va souvent faire un petit peu moins de douleur, ces choses-là. Donc, le chien a tendance à le reproduire ailleurs. Puis, pas ça, comme il est renforcé parce qu'il y a moins de douleur, a tendance à le reproduire là. Donc, souvent, il peut y avoir des causes médicales, il peut y avoir d'autres causes par rapport à ça aussi, mais c'est dans la même optique que le chien ne domine pas, donc il ne peut pas vouloir nous dominer parce qu'il urine dans notre lit ou nous montrer que c'est lui le boss. Oui, OK. Ah, OK. Même sur nous aussi, là. Ils sont pas rendus au point où elle s'installe sa toilette pour la flusher après. Oui, non, malheureusement, mais ça s'apprend, hein, ça peut s'apprendre. Mais comme au chat, ça peut s'apprendre, mais c'est un travail quand même assez plus complexe, mais tout entraînement se fait. Ça va être un entraînement à la chaîne, mais ça s'apprend. Il n'y a rien d'impossible. Non, pratiquement non. Il faut secouer, il faut secouer et prendre le chiot par la peau du cou comme la maman ferait pour le punir, le corriger puis le dominer. Ouais. Tu sais, je me rappelle, un petit chien, on le prend en bras haut. Non. Ouais, j'ai fait ça, moi. Là. Ben oui, moi, tout, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. J'ai fait ça aussi, tu sais, puis je pensais que c'était la bonne solution, mais c'est la même chose, un peu le même principe, tu sais. En fait, la maman, jamais elle va prendre le cou de ses chiens puis commencer à les brosser de même. Là, la seule fois qu'elle les prend par le cou, c'est quand ils sont vraiment jeunes, ils sont pas capables de se déplacer par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas encore atteint comme leur capacité physique, cognitive, etc. Donc, c'est un moyen de déplacement qu'elle va les prendre dans sa gueule puis les déplacer. Mais elle prend pas ses chiots par le cou puis commencer à les brosser de même. Là. Ça, c'est pas vrai. Là. Donc, de un, c'est pas vrai. Souvent, ça a été vraiment rapporté au fait quand elle les prend par le cou pour les déplacer. Donc, les gens ont associé ça comme une forme de domination. Une forme de genre, je suis le boss, fait que je te prends, mais c'est pas vrai du tout. Donc, c'est pas vrai de prendre qu'on prend le coup par le chien, on le shake, puis c'est un peu comme dans les autres optiques qu'on a vues au niveau des autres mythes, ça crée de l'incompréhension chez le chien, puis le chien souvent va être encore plus en frustration, donc risque de reproduire encore plus les comportements pour lesquels on l'a pris par le cou, puis on l'a shaké, que ce soit parce qu'il nous a mordillé, que ce soit parce qu'il nous saute dessus ou quoi que ce soit. Moi, c'était plus quand il faisait pipi à terre. Puis, tu sais, en même temps, c'est parce qu'en même temps, on crée de la négation. Le chien, comme j'ai dit, n'a pas la même compréhension que nous. Il comprend pas qu'on le prend par le cou puis qu'on le shake parce qu'il a fait tel et tel comportement. Donc, ça vient juste à créer aussi comme
a une incompréhension, le chien vient comme moins à l'aise face à nous parce que des fois, on effectue des comportements soudains, puis il sait pas trop pourquoi, alors que dans la meute, entre eux, les chiens se comprennent vraiment, puis effectuent un comportement vraiment avec le bon timing quand l'autre chien le reproduit. Donc, pour eux, c'est vraiment clair. Puis ça avait des signaux, justement, qu'ils connaissent, donc leur propre langage, et non un langage humain qu'on essaie d'associer au chien. Donc, c'est sûr que il n'y a pas du tout la même forme de langage à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que le chien ne comprend pas non plus, parce que c'est pas du tout dans ses habitudes non plus. Là. Puis le timing, souvent, n'est pas bon, etc. aussi. Et il faut mordre... ça, tu l'avais dit, tu avais dit que non, là. Il faut mordre les oreilles d'un son chien quand il nous mord pour lui apprendre que ça fait mal. Oui. Fait que, tu sais, j'y reviendrai pas parce que si les gens n'ont pas vu le podcast, bien, ils iront le voir avant, mais c'est un peu dans le principe qu'on parlait aussi de prendre par le cou. Là. Donc, le chien, en fait, c'est pas vrai qu'il ne mord pas la mère ou quoi que ce soit, ou il ne commence pas à mordre les oreilles quand l'autre mord trop fort. Là. Il arrête simplement le jeu parce que, tu me fais de mal, j'arrête le jeu. Puis comme j'ai dit dans mes anciens podcasts, ben, à cause de justement qu'il arrête le jeu, ben, il perd le renforcement. Donc, le chien comprend que finalement, il faut que je teste ma gueule puis je mordis moins fort. Fait que c'est pas vrai que nous, de mordre plus fort, le chiot, il va comprendre que, OK, ça fait mal, fait que je dois pas mordre comme ça. Tu sais, la mère, elle, quand elle apprend l'inhibition de morsure à ses chiots, quand elle morde trop fort, elle les mord pas plus fort. Là. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va arrêter le contact ou, par exemple, il tétait, puis il mord trop fort un peu la mamelle, ben, c'est un peu comme une mère qui allait. Elle va enlever l'enfant du sein ou le... Bon, mais la mère, elle, au niveau du chien, elle va s'éloigner, elle va arrêter de faire boire ses chiots. Donc là, c'est là qu'ils comprennent que s'ils font pas attention, ils testent pas bien leur gueule, bien soit ils vont perdre le fait de boire pendant un petit bout, ou soit ils vont perdre le contact si c'était dans un contact de jeu, ces choses-là, que ce soit avec leur mère, leur fratrie, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils comprennent, mais c'est pas... l'autre chien va pas aller pincer plus fort l'autre chien. Ça quand même. Que l'humain doit toujours manger en premier. Oui, ça, c'est dans le contexte un petit peu par rapport aussi à la dominance. Il y en a beaucoup qui se réfèrent à ça. Oui, c'est complètement ça. Il y en a un autre aussi, fait que je vais peut-être aller plus rapidement, mais c'est dans le même optique pour ne pas se répéter. Il y en a un aussi plus tard qui dit... Que l'humain doit toujours passer les portes et autres en premier. Oui, ça, c'est faux aussi. On l'entend encore souvent. Les gens disent « Ah, tu dois manger à ton chien, sinon il va penser que c'est lui le boss. Parce que c'est encore un peu sur la fausse croyance de la dominance donnée par David Meck. Donc, c'est faux de croire ça parce que de un, ça a été réfuté. Puis de deux, il n'y a pas de dominance entre chiens. Fait inter, extra à ce niveau-là. Fait que c'est faux de croire ça parce que ça change absolument rien. Mes chiens mangent en même temps que moi. Des fois, j'ai nourri avant, des fois, j'ai nourri après, puis ils me dominent pas plus. Puis c'est faux de croire aussi parce que ton chien sort en premier que c'est parce qu'il va penser que c'est lui le boss, puis c'est lui qui domine, puis qui gère un peu la meute. Là. C'est pas vrai. C'est pas associer ça parce que les gens, un peu le même principe, ils disaient, bon, ben le mâle alpha, il est devant la meute, ces choses-là. Mais en fait, c'est faux parce qu'on a découvert que souvent, le mâle alpha, qui est pas vraiment alpha, mais qui est vraiment le père ou la mère, vont plus être suivre souvent aussi au début et à la fin. Fait qu'il y en a un qui va diriger et un qui va vraiment protéger. Donc, c'est pas du tout le cas. Et souvent, la seule chose que je recommande, moi, des fois, je dis toujours à mes clients quand même de sortir avant leur chien, mais ce n'est pas une question de dominance du tout. C'est juste une question de sécurité. Comme ça, vous êtes toujours entre votre animal et l'environnement. Donc, peu importe, je rentre chez quelqu'un, bien, tu sais, exemple, je sais pas, il pourrait avoir un petit enfant qui est là devant la porte, bien, si c'est mon chien qui rentre en premier, paf, il tombe tout de suite vis-à-vis l'enfant. S'il est moins à l'aise, si, mettons, il est juste trop content, puis il s'est moins socialisé avec des enfants parce que c'est un jeune chien, bien là, il pourrait arriver un incident sans le vouloir. C'est pour ça, fait que quand on est toujours entre notre chien et la situation X ou le stimulus X, c'est plus facile d'intervenir parce que si je rentre en premier, oh, je vois un enfant, non, OK, tu attends, je descends les marches, mais je vais toujours passer en premier. C'est pas parce que c'est moi le boss puis mes chiens me suivent, c'est juste parce que si mon chien voit quelque chose puis il part à la course quand même parce que là, ils ont de l'intérêt, ben moi, je déboulerai pas et marche parce qu'ils me tirent, tu sais, parce que c'est moi qui est devant eux. Fait que, non, tu attends, ça va être plus facile d'intervenir. Tu sors dehors, on le sait pas, il peut y avoir un chien en liberté qui arrive, ben il arrive, il attaque ton chien soudainement, ben si tu es toujours entre ton chien et la situation, bien, c'est facile de, en tout cas, plus rapidement intervenir. Donc, c'est juste une question de sécurité puis de gros bon sens, mais il n'y a rien au niveau de dominance là-dedans. Non, OK. Parce que c'est le même principe qu'un chien ne doit jamais te dépasser, sinon ça lui démontre que c'est lui le chef. Oui, c'est pas vrai du tout. Là. J'ai vu souvent, la plupart des gens, soit les petits chiens ont des longues laisses, puis c'est pas le petit chien qui mène, puis même chose pour les gros chiens. Donc, c'est pas vrai du tout de croire ça. Mais c'est sûr que chez un chien, exemple, qui a eu la difficulté de socialisation, qui est plus réactif, que
il y a eu des mauvaises associations, que c'est un individu qui est peut-être plus à risque au niveau de la société, ben oui, c'est sûr que je vais préférer qu'il marche à côté de moi ou près ou derrière parce que c'est un peu juste question de sécurité. Je suis toujours entre mon chien et tout ce qui peut arriver. Tandis que s'il marche vraiment devant moi avec une longue laisse, pour avoir un enfant qui arrive soudainement, oh, un beau chien, il va le flatter, ben tu sais, je sais pas, moi, je peux pas arriver pour dire à l'enfant, hey, attends, vas-y doucement. Tu sais, si mon chien est comme pas trop à l'aise face aux enfants. Donc, c'est juste question de sécurité. Si on a un animal qui est un petit peu moins. Qui est plus réactif, qui est un peu moins tolérant ou qui a certaines choses à travailler au niveau de la socialisation, bien oui, on est mieux de l'avoir plus près de nous. Comme ça, c'est plus facile d'intervenir dans tous les cas, mais c'est juste une question de sécurité, encore une fois. Là. Ah, OK. Puis, moi, je suis d'accord. Là, je vais être d'accord avec toi. S'il tire en laisse, c'est qu'il était-tu dominant? Oui, souvent les gens vont dire ça aussi. Oui, ça, je suis pas d'accord, moi. Donc, souvent, un chien, en fait, qui tire en laisse, c'est un chien qui n'a simplement pas appris à marcher en laisse. Puis pour lui, c'est quelque chose de pas naturel. Voilà. Pour le chien, tu verras jamais un chien. C'est exemple, on regarde des meutes de chiens, autant qui sont ensemble, ou exemple, porc canin, tu ne verras jamais marcher à 2 pouces de l'autre individu parce qu'ils vont toujours avoir un respect d'espace personnel, à part si vraiment ils vont dans un jeu de contact, et que là, oui, ils sont ensemble, ils jouent, puis là, il y a vraiment du contact. Mais normalement, aussi, ils dorment, ils vont dormir collés près en meute pour question de sécurité puis d'instinct naturel. Mais normalement, le chien, quand il est en mouvement, quand il est en découverte, ils vont quand même être situés l'un de l'autre. Donc, c'est pas quelque chose de naturel et instinctif chez le chien de rester collé à un autre individu de un. Et de deux, bien, c'est ça, c'est pas naturel pour le chien Oui, c'est naturel de suivre la meute, de suivre les personnes qui l'aiment, mais normalement, le chien va nous suivre mais à quelques mètres, mais ne nous suivrait pas au pied à 2 pouces. Et malheureusement, avec la législation au Québec, avec la laisse de 1,85 m qu'on a vu dans les épisodes précédents, qui est obligatoire, et de 1,75 m de mémoire pour les chiens considérés dangereux, ben c'est sûr que là, ça ne nous laisse pas beaucoup d'espace. Donc, ça va un petit peu contre-naturel pour le chien. Donc, de un, c'est vraiment à cause de ces deux raisons-là que souvent, le chien va avoir tendance à tirer. C'est soit qu'il n'a pas appris à marcher en laisse, qu'on lui a pas montré que c'était payant quand on avait la laisse d'être ici au pied, ou bien parce que aussi c'est pas naturel chez le chien. Donc si on ne crée pas une éducation, un apprentissage à ce niveau-là, c'est assez rare les chiens qui vont l'avoir naturellement. Je l'ai déjà vu quelques-uns, mais souvent ça va être des individus qui sont très peu sûrs d'eux, qui sont plus stressés, plus anxieux, donc sentent le besoin de rester à proximité pour se rassurer. Mais la plupart des individus, ça ne viendra pas naturel, évidemment. Là. Fait que s'il n'y a pas d'apprentissage, le chien va tirer. C'est pas parce qu'il veut nous dominer ou parce que c'est lui le boss puis c'est lui qui veut gérer la marche. C'est qu'il n'y a pas eu l'apprentissage fait pour savoir quoi faire. Mais ça, il faut que je donne ça à ma conjointe parce que nous autres, à Sainte-Terre, elle était capable de se promener avec 6 chiens. Puis le monde n'en revenait pas. Là. Écoute, c'était tout bien... parce que nous, on en avait 4 à l'époque, puis ma fille, des fois, elle en avait 2 qu'on gardait. Fait qu'elle était capable de se promener avec ça sans la moindre misère. Ils se mêlaient pas, ils savaient où ils s'en allaient, les chiens suivaient. C'est bien. C'est ça, elle les a montrés à le faire, puis... c'est pour ça qu'il y a bien du monde à Sainte-Terre. Je voyais, il la voyait se promener avec ses chiens puis il trouvait ça beau. Là, oui, mais c'est ça. Il va y avoir une grosse partie de l'éducation. Puis l'erreur que les gens font, là, un petit cue comme ça rapidement, parce que même chose dans la marche en laisse, comme pour les gens, j'en parle pendant que je fais des consultations de 2-3 heures là, pour donner plein d'outils. Là, fait que ça finirait plus. Mais un petit truc que je donne, c'est ça, c'est de créer l'association que la laisse, quand j'ai la laisse dans les mains, ce qui est payant, c'est d'être ici. Les gens, l'erreur qu'ils font, c'est souvent, ils vont prendre la laisse, vont commencer déjà à créer l'apprentissage de la marche en laisse à l'extérieur, alors que le chien n'a même pas la cognition que quand on a ça dans les mains, ce qui est payant, c'est d'être là. Donc là, souvent, les gens portent déjà en échec parce que là, ils mettent le chien dans un environnement où il y a beaucoup de stimuli, beaucoup de distractions, et le chien, c'est même pas ce qu'il doit faire à la base. Donc moi, l'apprentissage de la marche en laisse se fait à l'intérieur, à l'aide de des techniques où je montre vraiment à mon chien que quand j'ai ça dans les mains, ce qui est payant, c'est d'être là. Et quand c'est rendu que je prends la laisse dans mes mains et que le chien, sans que j'ai besoin de le leurrer ou le rediriger, sait que c'est payant d'être ici, donc il se redirige par lui-même de façon volontaire et vient chercher, en fait, à trouver la solution. Donc, a été conditionné, sait quoi faire. Donc là, après ça, je commence à vraiment intégrer la marche en laisse à l'extérieur parce que même s'il y a des difficultés, il y a plein de distractions, plein d'odeurs, plein de bruits, plein de personnes, d'autos, bien au moins, mon chien, c'est déjà la base ce qu'il doit faire puis ce qui est payant quand j'ai la laisse dans les mains. Donc, déjà là, je pars avec un effet de réussite qui est beaucoup plus présent. Donc, souvent aussi, c'est d'y aller de façon progressive aussi. Et d'ici à ce que l'apprentissage de la marche en laisse soit acquis à l'intérieur, bien évidemment, souvent, je vais marcher avec une longe. Je ne demanderai pas nécessairement au chien de rester au pied parce qu'évidemment, il ne sait pas encore puis il ne connaît pas la commande nécessairement aussi à titre...
de marqueur. Donc, je vais vraiment juste demander au chien au moins qu'il accepte qu'il n'y ait pas de tension dans la laisse. Donc, s'il y a une tension, je vais demander à l'animal de revenir et je vais arrêter la promenade jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, c'est un peu le même principe. Le chien, pourquoi il tire? Ce qu'il veut, c'est couvrir du territoire. Bien, s'il comprend qu'au final, quand il tire, il vient à perdre le privilège d'avancer, puis qu'au contraire, s'il ne tire pas sur la laisse ou qu'il reste à proximité, bien que là, ça lui donne l'opportunité, le privilège d'avancer, bien, il va y aller ce qui lui permet d'obtenir ce qu'il veut, qui est de rester à proximité, puis qu'il n'y ait pas de tension sur la laisse, et de revenir au rappel quand il y a une tension qui s'installe. Donc, là, à partir de là, après ça, on va avoir tous les outils pour commencer à travailler un bon apprentissage de la marche en laisse. Mais moi, quand je travaille la marche en laisse, c'est pas du dressage non plus, donc je ne m'attends pas à ce que le chien soit au pied à tout prix. Comme je dis, c'est pas du dressage. Je m'attends juste au moins que la marche soit le fun pour tout le monde, donc qu'il n'y ait simplement pas de tension dans la laisse. Donc après ça, si tu veux que ton chien marche derrière toi, à côté ou même devant, moi, je m'en fous. Tant que l'important que je demande, c'est qu'il n'y ait pas de tension pour pas que ta marche, au final, tu aies mal au bras parce que le chien t'arrache le bras tout le long de la marche puis que lui, il s'arrache en même temps, exemple, le cou si on n'a pas mis de harnais ou quoi que ce soit, puis ça soit en même temps dangereux au niveau de la trachée ou ces choses-là. Donc, je demande juste au moins que ça soit agréable pour tout le monde, mais c'est pas du dressage non plus qu'on fait là. Puis, il n'est pas faux de dire que, mettons, je sais pas, mettons que tu as un chien que tu promènes, puis que quand tu en as d'autres qui s'ajoutent à long terme, les autres imitent le premier. Oui. Oui, moi, c'est ça qui est arrivé, nous autres. C'est ça qui est arrivé. Il y en avait un, il écoutait, puis les autres, ben ils sont mis à le suivre, lui. Elle ne les a pas montrés aux autres. Les autres, on dirait qu'ils ont suivi instinctivement le plus vieux, là. Oui. C'est sûr que si les chiens sont plus jeunes puis ils connaissent déjà, exemple, l'autre individu, ils vont beaucoup se référer à eux. Fait que là, on peut voir ce qu'on apprend. Oui, il y a un certain apprentissage qui se fait par imitation et par observation. Après ça, ça va être différent d'un chien à l'autre. Il y en a qui vont plus se référer à leur congénère, d'autres vont se référer plus à l'humain. Et comme j'ai dit, souvent, ils vont se référer à des congénères qui ont déjà un lien, qui ont déjà, tu sais, c'est ça, qui sont à l'aise en présence. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais oui, on voit que le chien est capable d'apprentissage par imitation ou par observation, bien évidemment. Là. Bien, quand même. Qu'on ne doit pas laisser le laisser sentir partout. Sinon, il apprend qu'il décide de tout. Je ne comprends pas le reste de la forme, mais on ne doit pas laisser le chien sentir partout. Oui, il y en a qui disent, exemple, qu'on ne peut pas laisser le chien sentir partout parce que sinon, c'est lui qui dirige tout, mettons. Puis qu'après ça, bien, quand tu veux le laisser, exemple, pas sentir, bien, il n'est pas capable de faire fi de ça. C'est un peu comme c'est ambivalent, dans le sens que moi, souvent, je vais demander au chien qui m'en donne pour aussi lui permettre, exemple, d'aller sentir ces choses-là. Souvent, il va y avoir un délaisse aussi, donc j'apprends une commande de délaisser. Fait que si, exemple, là, cette fois-là, je veux pas qu'il aille sentir ça, je vais lui demander la commande. Évidemment, il la connaît au préalable, donc il va être capable de m'offrir le comportement. Je vais renforcer aussi le fait de focusser sur moi au lieu de focusser sur la distraction. Donc, le chien apprend que finalement, la distraction vient comme l'opportunité de porter attention à moi pour être récompensé. Et évidemment, dans ce temps-là, bien, la distraction en soi ne vient plus une distraction pour moi parce que ça vient comme l'opportunité que mon chien focus sur moi. Mais ça, c'est un apprentissage qui se fait évidemment sur le long terme et qui doit être préalablement entraîné. Mais c'est sûr que là, si je laisse mon chien aller sentir partout puis il se renforce en me tirant le bras à chaque fois qu'il arrive, par exemple, d'une bonne fontaine, bien là, oui, il peut associer que pour aller voir toutes les odeurs, il doit m'arracher le bras parce que c'est le dernier comportement qu'il a effectué pour obtenir, puis il a été renforcé parce qu'il a obtenu son renforcement qui était d'aller sentir les odeurs sur le bord de la bonne fontaine. Fait que tu sais, il y a quand même une certaine partie que moi, souvent, ce que je vais demander, si je vois que le chien veut focusser vers quelque chose ou qu'il arrive pour tirer, pour aller sentir, je vais arrêter dès qu'il y a une tension. Quand il va focusser sur moi puis qu'il ne tirera pas, sous la commande, il va pouvoir aller sentir ce qu'il veut. Donc, le chien comprend clairement que je deviens comme la solution pour avoir accès à la distraction, ce qui fait que le chien arrête de focusser et de faire de la fixation sur les distractions, mais va beaucoup se référer à moi parce que dans tous les cas, je suis toujours la solution pour y avoir accès. Puis évidemment, mais comme j'ai dit, je vais apprendre un mot de délaisse, fait que c'est des choses que je ne veux pas que mon chien voie. Évidemment, il y a la commande qui est faite au préalable, ces choses-là aussi. Mais c'est important quand même de le faire de la bonne façon parce que sinon, oui, ça peut devenir quand même problématique un peu. Fait que c'est ambivalent, comme j'ai dit, à ce niveau-là, là, c'est de le faire de la bonne façon, évidemment. Là. On parlait de problématiques. Celle-là, ça arrive à beaucoup de monde. Qu'un chien ne doit pas dormir avec nous. Ouais. Hey, moi, combien de fois, je les ai dressés pour qu'ils aillent dans le lit. Il y en a un, les autres veulent y aller. Ça, oui. C'est ça qui est arrivé chez nous.
Bien, il y a l'effet de mode aussi. Fait que, les chiens veulent pas, vont se sentir plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, question de sécurité, ils vont dormir en groupe, donc pour être sûr de justement être plus vigilants, etc. Donc, c'est sûr que c'est instinctif chez l'animal de vouloir dormir près de ses congénères. Mais le but de ce mythe-là, c'est de dire, parce que les gens disaient souvent, ton chien, il ne faut pas qu'il dorme avec toi parce que sinon, il va te dominer. C'est un peu le même principe que le monde disait, mais c'est pas vrai du tout là, que le chien, parce qu'il dort dans ton lit, il est au même niveau que toi puis qu'il va te dominer. Là, c'est pas vrai du tout. Là. Pour tous les autres concepts que j'ai dit au niveau de la dominance. Donc, là, OK. C'est parce que. Hey, mais je pense que parce que tout le monde, ça, qui m'ont dit, ils ont de la misère à dresser le chien pour qu'il monte dans le lit puis à le dormir. Bien, souvent, s'ils ont de la misère à ça, c'est parce qu'ils l'ont déjà laissé quelques fois monter dans le lit. Puis là, le chien a été renforcé parce qu'évidemment, il trouve ça. Tu sais, il est près de nous, on est sa source de sécurité. Comme j'ai dit, c'est instinctif pour l'animal de dormir près de ses pairs, de ses congénères, de ceux qui aiment, parce que c'est question d'instinct de survie, de sécurité. Donc là, c'est sûr que ça a créé un renforcement qui est boum. Donc là, c'est sûr que si le chien est permis une fois sur deux, bien là, après ça, oui, une fois qu'il n'est pas permis, il va tomber un peu en frustration, puis il va s'essayer, parce que d'habitude, ça fonctionne. Donc, ce que je dis aux gens, c'est soit tu le permets, soit tu le permets pas, pour peu importe les raisons. Puis souvent, les gens, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui disent « Ah, ben mon chien, moi, il me domine parce que là, je l'ai laissé monter dans le lit, mais à cette heure, c'est rendu qu'il grogne. » Bien, souvent, c'est parce que tu l'as laissé monter dans le lit, puis à un moment donné, tu as arrêté de le laisser monter, ce qui faisait qu'à un moment donné, il associait que quand il est déjà dans le lit, puis toi, tu t'approches, tu vas lui demander de débarquer. Puis comme lui, il perd son privilège, un peu même chose dans le niveau de la protection de ressources, bien là, il va perdre sa ressource qui est d'être dans le lit. Donc là, il vient vouloir la protéger parce qu'il va agir en fonction de... Il sait que quand tu t'approches, tu vas lui demander de débarquer, donc il va perdre donc il veut plus que tu t'approches, donc il reproduit des comportements, exemple de te grogner après pour pas que tu t'approches parce qu'il sait que sinon il va perdre son privilège. Donc moi, ce que j'apprends, c'est je n'oblige jamais un animal au rien. Donc je l'oblige jamais à se coucher, je l'oblige jamais à descendre d'un lit, je l'oblige jamais à me donner, comme j'ai dit, quand on parlait de protection de ressources, sa ressource. Je vais le motiver à me la donner. Comme ça, le chien, bien, il le fait par envie, puis c'est lui qui prend la décision, donc il vient jamais à vouloir les protéger. Donc, les gens, exemple, que les chiens ont déjà développé de la protection de ressources dans le lit, ce que je vais faire, c'est d'apprendre aux chiens que c'est pas parce qu'à chaque fois je te demande de débarquer que tu pourras pas rembarquer, puis d'associer qu'au contraire, quand je m'approche du lit, c'est payant, quand je m'éloigne, c'est pas payant. Donc là, je vais changer l'association, puis à force de le faire sous répétition par situation, en séance, bien, le chien va associer que finalement, « Hey, approche-toi! » Parce que chaque fois que tu t'approches, finalement, c'est payant. Puis à un moment donné, bien, il ne reproduira plus les comportements de protection. Mais ça, c'est la preuve même que le chien ne veut pas dominer. Parce que si, une fois, je change son association, quand je m'approche du lit, il ne me grogne plus après, bien, c'est pas de la dominance. Parce que de la dominance, ça serait vraiment ça. Il continuerait malgré que l'association serait changée. Donc, c'est la preuve même que ce n'est pas par dominance, encore une fois. Une dernière, hey, mon dos, on n'a même pas passé au travers. Une dernière, un chien qui bouge la queue, c'est bon signe, signifie qu'il est heureux. C'est vrai, ils sont contents. Oui, mais des fois, un chien, dépendamment de comment il la bouge, si elle est tout sec et vraiment un petit peu plus rapide, là, souvent certains chiens vont ce qu'on appelle branler la queue, mais c'est pas nécessairement un signe toujours qu'il est content et qu'il est enjoué. Donc, certaines fois, certains chiens vont vraiment utiliser leur queue pour démontrer des inconforts ou souvent, ça peut être par surexcitation, frustration. Le chien peut le faire aussi des fois par prédation. Donc, après la fixation, donc, ou s'il est bloqué puis qu'il ne peut pas avoir la poursuite par la suite. Donc, c'est pas vrai de dire que chaque chien qui branle la queue, mettons, parce qu'il y en a souvent qui disent « Ah, ben s'il branle la queue, tu sais, c'est correct, il n'y a aucun risque, tu peux t'en approcher. Mais c'est pas vrai. Certains chiens peuvent le reproduire par inconfort, comme le grognement. Comme exemple, moi, ma berger, Zora, elle grogne, mais elle fait des grognements de jeu. Donc, c'est pas vrai de dire que c'est tout grognement qui est nécessairement adversif ou qui est relié à de l'agressivité, ben, pas de l'agressivité, mais pour chercher à mettre de la distance avec quelque chose. Des fois, il peut y avoir des grognements de jeu aussi chez le chien, ces choses-là qui sont complètement pas du tout dans la même lignée de pensée. Fait qu'on va poursuivre là-dessus encore pour la prochaine émission. Et puis, éventuellement, on va parler des méthodes d'entraînement et à privilégier. Alors, ben là, on va commencer par continuer ça. On en revient la semaine prochaine. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.